a un cadre légal extrêmement contraignant pour les familles et on a même un cadre légal que nous, on a décrit comme étant un peu anxiogène. On a fait une étude dans le cadre de ce projet qui le décrit, hein, avec la jurisprudence à l'appui. Donc en fait, qui constate que les conditions sont tellement sévères au niveau de l'application des conditions que l'accès même au regroupement familial est difficile. Mais une fois que la famille est arrivée enfin, et qu'elle se regroupe, ben souvent il y a un laps de temps énorme qui s'est déroulé entre la séparation initiale et l'arrivée des membres de la famille dans le pays d'accueil. C'est surtout le cas pour des réfugiés qui ont eu des trajectoires très perturbées avec des séparations en chemin, etc. Euh, et donc, Sylvie le rappelait, il faut que les conditions mises au regroupement familial soient réunies pendant 5 ans. 5 ans, c'est long. Donc, ce visa, dès que l'on l'obtient, il permet d'avoir un séjour d'un an qui sera renouvelé d'année en année par l'administration communale et sur décision de l'Office étranger, pour autant que les conditions sont remplies. Donc les conditions, c'est surtout bah, la vie commune et le fait d'avoir des revenus suffisants, stables et j'oublie toujours le troisième, stable, suffisant et régulier. Donc, s'il y a une fin de vie commune avant cette période de 5 ans, eh bien, il y a une possibilité de perte de séjour pour le membre de la famille qui est arrivé, que ce soit l'époux ou l'épouse et les enfants. Donc, c'est carrément problématique. Et on constate que la loi crée cette dépendance quelque part entre la personne qui séjourne ici en Belgique et le regroupant par rapport aux membres de la famille qui arrivent le regrouper. Et donc, ça, c'est une difficulté de cette loi, cette dépendance qui peut être source d'abus dans le cadre de la famille. Et je crois que, comme vous êtes des personnes de terrain, vous l'avez tous peut-être déjà constaté. Euh, eh bien, ce qui est important, c'est que la loi du 15 décembre 80, donc la loi sur le séjour et l'accès des étrangers au séjour en Belgique, prévoit quand même une exception dans ce cas-là, en cas de violence. Donc ça, c'est très important. On a un principe qui est fort établi, mais on a aussi une exception. C'est une exception pour les membres de la famille qui sont victimes de violences, qui doivent se séparer quelque part parce qu'il n'y a, il y a plus le choix. Et euh, c'est une possibilité de maintenir le séjour de la personne victime de violences, alors que normalement, elle n'est plus soumise aux mêmes conditions, alors qu'elle a perdu la condition de vie commune. Donc, elle peut demander un séjour autonome, et ça c'est très important parce que du coup ce séjour sera plus du tout lié à celui du regroupant, donc de la personne dont elle était dépendante. Alors il y a deux articles de loi, et je pense que c'est important de juste pointer ces deux articles de loi qui prévoient cette exception. La première, c'est l'article 11 qui le prévoit pour les membres de la famille d'un regroupant étranger ou ressortissant de pays tiers. Donc c'est le membre de la famille qui est arrivé et qui a rejoint un étranger ici. Mais il faut que cet étranger soit en Belgique dans le cadre d'un séjour illimité. Donc c'est déjà pas tout étranger qui séjourne en Belgique. Ce n'est pas prévu pour les membres de la famille de quelqu'un qui est ici d'un étranger en séjour limité. Et est en séjour limité ici un étranger, par exemple, qui est là pour étudier ou qui a qui est souvent un travailleur hautement qualifié et qui a un séjour d'un an qui est prolongé. C'est un séjour à durée limitée. Donc ces personnes-là ne sont pas comprises dans le champ d'application de cet article, de cette exception. D'accord? Donc on a quand même une exception, mais son champ d'application est limité. Qu'est-ce que dit l'article 11? Il dit que l'Office étranger ne peut pas mettre fin au séjour en cas de séparation si la personne qui le rejoint est victime de violences, qu'il décrit comme des violences qui sont réprimées par le code pénal, donc des viols, des coups, des tentatives ou des coups et blessures volontaires, des lésions corporelles, ou qui est victime d'autres violences familiales. Donc là, on est dans quelque chose de plus large. On est dans des questions de violences intrafamiliales qui ne sont pas autrement définies dans la loi. Donc on a quand même quelque chose qui peut être interprété de manière plus large et on va voir comment c'est interprété de manière enfin, comment c'est interprété par notamment le Conseil du contentieux des étrangers, qui est le juge dans ce genre de domaine. Alors, si la personne arrive à persuader l'Office étranger qu'elle est victime de violence, et on verra la procédure ensuite, elle pourra garder un séjour et qui sera un séjour autonome.
Il n'y a pas de condition de revenu dans ce cas-là, ce qui est très important également. Donc, il ne faudra pas prouver de revenus, comme c'était le cas pour venir. Si elle est victime de violence, elle est exemptée de cette condition, c'est prévu dans la loi, donc c'est vraiment important. Dans l'article qui concerne les membres de la famille du Belge, donc les membres de la famille étrangers du Belge ou d'un citoyen de l'Union, il y a aussi une exception qui est prévue en cas de violence familiale. Et là, on dit que l'Office étranger doit tenir compte de situations particulièrement difficiles. Et elle met en avant l'exemple des violences familiales. Donc, mais la situation particulièrement difficile, c'est quelque chose d'assez large. Et ce qu'il faut noter, par contre, c'est que ces dispositions ne sont pas applicables aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui est lui-même citoyen de l'Union. Donc ça, c'est aussi une exclusion de du champ d'application de cet article. Donc là, on n'a rien prévu, le législateur n'a rien prévu, en se disant probablement que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui est lui-même citoyen de l'Union a des solutions autres que ce que le législateur peut lui proposer. Et là, par contre, il y a dans la loi une exigence de ressources matérielles qui sont nécessaires. Donc là, normalement, il y a une obligation de produire des revenus. C'est prévu dans la loi, ce n'est plus appliqué, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le fait que ce membre de la famille qui était victime de violence devait prouver des revenus, créait quelque part une inégalité entre la victime qui est mariée avec un étranger ou celle qui est mariée avec un Belge ou un citoyen de l'Union. Et donc la Cour constitutionnelle a dit que ce n'était pas possible d'avoir cette discrimination, cette inégalité, de rendre finalement la vie familiale plus difficile, enfin, ou de rendre cette exception applicable à des personnes plus facilement pour des membres de la famille d'étrangers que pour les membres de la famille ressortissants étrangers d'un Belge. Et donc, la Cour constitutionnelle a dit qu'il fallait que le législateur revoie sa copie à cet égard, ce que le législateur belge n'a toujours pas fait actuellement, alors qu'entre-temps, il y a eu des modifications législatives et on en reparlera un peu plus tard. Mais donc, voilà, on a quand même une exception aussi qui est prévue pour les membres de la famille du Belge et du citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes des ressortissants de pays tiers, en cas de violence familiale. Alors, comment est-ce que le juge interprète cette notion de violence familiale? D'abord, mais je crois que Telly Will en reparlera un peu plus en détail sur la notion de violence familiale. Moi, je vais juste reprendre ce que le juge en dit. Sur la nature des violences, eh bien, le juge dit qu'en fait, il peut s'agir de violences verbales, des violences psychologiques, économiques ou sexuelles. Alors, vous le savez comme moi, la difficulté de prouver des violences psychologiques est bien plus difficile que celle de prouver des violences éventuellement sexuelles, même si c'est déjà compliqué aussi. Mais donc, c'est important que le juge estime que toutes ces sortes de violences doivent pouvoir être prises en compte dans l'application de cette clause de protection. Ça, c'est sur l'interprétation de l'article 11. Sur l'interprétation de l'article 42 quater, qui est donc l'autre exception pour les membres de la famille du Belge et du citoyen de l'Union, eh bien là, le juge considère aussi qu'il ne faut pas de systématicité dans les violences. C'est important de dire que ça peut être une violence qui a eu lieu à un moment donné. C'est pas pour autant que cette violence doit perdurer dans le temps ou être systématique. Donc ça, je pense que c'est important aussi que le juge le rappelle dans sa jurisprudence et son interprétation de ces dispositions. Alors, comment ça se passe dans les faits, dans le cas d'une procédure qui est mise en place? La loi ne dit pas grand-chose par rapport à ça, en fait. La loi dit juste qu'il y a une exception, mais ne prévoit pas de procédure. Ce qui va se passer, c'est que l'Office des étrangers, soit elle constate qu'il y a un changement de domicile par l'agent de quartier, par une dénonciation, ou si il y a un changement d'adresse, elle va le constater, la commune. Et donc, l'agent de quartier va en référer à l'Office des étrangers. Donc, on saura qu'il y a quelque part un changement. Et donc, l'Office va se dire, ah ben, est-ce qu'on ne mettrait pas fin au séjour et va devoir examiner cette exception. Il faut pour autant que la personne l'informe, évidemment, de cet état de fait, de ces violences. Donc, si l'Office envisage de mettre fin au séjour d'une personne, elle va devoir l'en informer. Elle l'informe de cette situation et lui demande de donner des éléments, d'informer l'Office étranger, en fait, des éléments qui font que pourquoi est-ce qu'ils n'habitent plus ensemble? Pourquoi est-ce que, enfin, ils doivent justifier le fait qu'il y a une séparation? Et la personne victime
et les personnes qui l'accompagnent ont 15 jours pour répondre à ce courrier, ce qui est vraiment très peu. La loi dit que ce délai peut être éventuellement prolongé, mais on est quand même dans un délai très court pour la victime de devoir expliquer et peut-être aussi amener des preuves suffisantes pour convaincre l'office du fait qu'elle est victime de violence et que c'est pour ça qu'elle a dû changer de domicile. La loi prévoit quand même aussi le droit d'être entendu si l'office étranger prévoit de mettre fin au séjour. Donc, ce sera une possibilité pour la victime de faire valoir des éléments aussi concrets dans ce cas-là. Mais donc, l'office étranger attend une réaction rapide de la victime, rapide et informée, éclairée. Par contre, l'office étranger, elle, n'est pas soumise à un délai pour prendre une décision par rapport à cette fin de séjour. L'office étranger peut prendre 2 semaines, des mois, 6 mois, alors que la victime, se trouve dans une situation d'angoisse, évidemment, puisque son séjour est remis en cause et on lui aura bien, souvent, on lui aura dit déjà: «Ben, attention, s'il y a une séparation, tu vas perdre ton droit au séjour». Donc, c'est vraiment une situation anxiogène. Alors, cette loi, elle est en vigueur depuis longtemps, depuis 2011 et depuis lors, en fait, il n'y a jamais eu vraiment d'éléments concrets sur la procédure. Jusqu'à ce qu'une circulaire soit prise en juin 2023, donc il n'y a pas si longtemps, mais qui a seulement été publiée et est entrée en vigueur en novembre 2023. Donc voilà, il y a une bonne année, il y a 15 mois que cette circulaire est entrée en vigueur et cette circulaire, elle constate en fait que la pratique montre que les victimes de violences hésitent trop souvent à révéler des faits de violence pendant la période provisoire en fait où ils sont en séjour précaire et hem, et donc elle dit: «On va mettre cette circulaire en place pour interpréter, la loi et pour faciliter quelque part, cette situation, pour aussi donner de l'information à tous les intervenants, autour des victimes». Alors, ce qu'elle fait, cette circulaire, elle donne des éclaircissements sur la condition de ressources. Elle dit: «La condition de ressources n'est plus requise», même si elle est encore dans la loi, hein, c'est ce dont je vous parlais, surtout dans le cadre de l'article 42 quater. Plus de conditions de ressources exigées pour aucune des victimes et elle donne une procédure à suivre pour éviter la fin de séjour. Et là-dedans, en fait, elle incite surtout les personnes à faire une déclaration spontanée auprès de l'Office des étrangers, pour les informer de manière proactive, quelque part, de cette fin de séjour à cause de la séparation. Pourquoi? Parce que, l'office dit enfin, la circulaire le dit, il vaut mieux que l'Office étranger soit informé par la personne et que la personne, quand elle informe l'office, bah, soit déjà un petit peu, préparée aussi, par rapport à ce que l'office va mettre, en place comme procédure, plutôt que ça n'arrive par l'agent de quartier et que ce courrier sera envoyé. Donc la circulaire incite plutôt, elle dit que ça peut aussi se faire par simple constatation de sa part, mais elle encourage quand même les victimes, et je pense que ça c'est important de le dire, à en parler spontanément, enfin à faire cette information quelque part éclairée de son côté déjà à l'office étranger. Alors, mais cette circulaire, en fait, elle n'apporte rien d'autre, elle apporte quelques éléments sur les éléments de preuve, mais ça, je vais laisser, Telewill en parler après, sur l'application vraiment pratique de cette clause de protection. Donc, Telewill va en parler, tout à l'heure après la pause. Et puis, ce qui est malheureux, c'est que la circulaire de toute façon, une circulaire ne peut pas changer une loi, hein, parce qu'elle doit elle doit interpréter la loi, elle ne peut pas ajouter des conditions ou, changer la loi. Mais donc elle ne prévoit rien pour toutes ces personnes qui sont exclues du champ d'application de ces clauses de protection. Elle a maintenu l'exclusion finalement de cette exception, de l'application de l'exception pour les membres de la famille, d'un étudiant, d'un travailleur, enfin de toute personne admise au séjour, tout étranger admis au séjour limité. Donc c'est quand même problématique que la circulaire n'ait pas saisi l'occasion pour changer cela. Et en fait, la circulaire dit la seule possibilité pour les victimes là, c'est de faire une demande de régularisation sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre. C'est la fameuse demande de régularisation pour circonstances exceptionnelles. Et donc, on est, comme Sylvie le disait, dans quelque chose de totalement discrétionnaire de la part de l'Office. Il n'y a pas d'obligation par la loi. Donc, c'est quand même problématique de laisser ces personnes-là dans une situation précaire. Alors, est-ce qu'on est dans la légalité, dans ce cadre-là? Oui, et peut-être quand même dire qu'entre-temps, on a eu une modification de la loi du 10 mars 2024, donc elle va avoir, oui, elle a 1 an, et cette loi modifie le regroupement familial, mais ne dit rien de nouveau sur ces catégories de personnes exclues, alors que le législateur aurait pu saisir cette occasion
pour supprimer cette condition de revenu qui est encore dans la loi et pour éclaircir la situation des personnes victimes de violences et membres de la famille d'un étranger en séjour limité. Elle n'en fait rien. Et donc, où est-ce qu'on en est, nous, dans la légalité de ces dispositions? Alors, je me permets de rappeler la Convention d'Istanbul, qui est cette convention que tout le monde connaît sur la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même 34 pays qui ont ratifié cette convention d'Istanbul. La Turquie s'est entre-temps retirée, donc il y a 33 pays qui l'ont ratifiée. La Belgique l'a ratifiée en mars 2016, mais surtout, elle a été ratifiée par l'Union européenne. Donc ça, c'est super important parce que ça veut dire que c'est aussi une convention qui fait partie du système européen. Donc c'est très important que toutes les garanties du droit européen doivent pouvoir être appliquées aux personnes visées par la Convention d'Istanbul, y compris la Charte des droits fondamentaux. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Ça peut paraître un peu théorique, mais c'est important. Alors, l'article 59 de cette Convention d'Istanbul, elle prévoit de protéger les personnes, de faire de la prévention de la violence. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je suis un peu limitée par le temps. Mais elle dit surtout qu'il faut garantir aux victimes dont le statut de résident dépend de celui de son conjoint ou de son partenaire, il faut que cela ait un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Et là, donc, on voit bien qu'on est en porte-à-faux avec cet article, puisque nous, dans notre législation, on ne prévoit pas cette possibilité pour toutes les femmes victimes de violences. Ce qui est important aussi, c'est l'article 59. Donc, c'est un des seuls articles qui concerne les femmes migrantes dans la Convention d'Istanbul, avec l'article 60. Il y a 2 articles. 59, c'est celui-là. Donc, il faut pouvoir protéger les femmes victimes de violences et leur accorder un séjour autonome en cas de violence. Il faut aussi pouvoir suspendre toutes les procédures d'expulsion à leur égard et ne pas les envoyer vers un pays où elles risquent aussi un traitement inhumain ou dégradant. C'est le principe de non-refoulement. Donc, ces 2 articles cardinaux, je dirais, pour les femmes migrantes dans la Convention d'Istanbul. Et donc, le comité Grevio, qui en fait est le comité qui, à mon avis, vous le savez, est venu en Belgique il y a 5 ans pour vérifier la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul en Belgique, a quand même constaté qu'il y avait des lacunes, un vide juridique donc pour certaines victimes de violences qui ne peuvent pas obtenir ce séjour autonome, et aussi un manque de place dans les centres d'hébergement par rapport à l'accueil des victimes de violences aussi. Donc c'était euh, 2 remarques assez importantes. Et donc là, de nouveau, je rappelle cette loi du 10 mars qui ne répond pas du tout à ces difficultés, alors qu'elle vient, comme nouvelle disposition, enfin nouvelle loi après 2020, ne pallie pas cette difficulté dans la loi. Alors, par contre, on a une autre perspective pour terminer sur quelque chose d'un petit peu plus positif. C'est que, enfin, j'espère que c'est positif. J'ai toujours l'impression que je suis un petit peu positive, mais au moins, il faut essayer de trouver des choses positives là où elles peuvent être, parce que dans ce cadre de regroupement familial, c'est compliqué. On a une nouvelle directive, une directive 2024-1385, qui date du 8 février 2024 sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Donc c'est un nouvel instrument européen pour lutter contre les violences. Alors comme je le disais, c'est important parce qu'on a un cadre européen. Je vais passer rapidement puisque j'ai pas beaucoup le temps. Mais ce qui est important, c'est que elle évoque la nécessité de disposer de refuges et de lieux d'accueil suffisants pour les femmes victimes de violences, peu importe leur statut. Et que ces centres soient aussi formés pour répondre aux besoins d'accueil spécifiques des femmes et des enfants victimes de violences, parce que souvent on oublie les enfants. Notre législation est totalement muette par rapport aux enfants dans le cadre de la législation. C'est quelque chose dont Héloïse vous parlera également, parce qu'elle a constaté ça dans sa pratique aussi régulièrement. Et très peu de références finalement aux femmes migrantes dans cette directive. Donc on a 2 considérants, mais les considérants, c'est pas des articles de loi, donc c'est quelque chose, c'est une intention, c'est de dire il faut faire attention aux discriminations intersectionnelles que vivent les femmes migrantes. Bon, ça on le sait, mais c'est important de le noter, mais c'est pas mis dans la loi. Il y a quand même une disposition qui y consacre une phrase et je vous le dirai après. Et un autre considérant qui disent que les victimes qui sont des ressortissantes de pays tiers, quel que soit leur statut de résident, ne soient pas découragées de dénoncer les violences auxquelles elles ont été confrontées. Or, on sait que pour les personnes en séjour
précaire, c'est très difficile d'aller dénoncer ou de porter plainte contre l'auteur des violences alors qu'elles-mêmes sont en séjour précaire et que justement la personne qu'elles vont dénoncer est la personne qui leur garantit un droit de séjour. Mais il y a un article 33 qui évoque alors cette question des ressortissants de pays tiers qui sont victimes. L'article 33 nous rassure sur le fait que ces femmes-là ont droit aussi à un accueil dans les centres d'hébergement, qu'elles doivent faire l'objet d'une prise en charge spécifique, qu'elles peuvent faire l'objet de discrimination intersectionnelle et un risque accru de violence justement pour cette raison-là. Et elle prévoit aussi, et ça c'est un petit peu spécial je trouve, les États membres doivent veiller à ce que les victimes de violences puissent être hébergées séparément dans les centres d'accueil. Donc ça c'est important pour demandeurs d'asile. C'est une chose qui est importante au niveau du contexte. Mais en deuxièmement, elle prévoit aussi qu'elles doivent être séparées des personnes de l'autre sexe quand elles sont dans les centres de rétention, dans le cadre de procédures de retour. Alors pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vraiment nécessaire, puisque déjà dans les centres de rétention, on ne met pas souvent des familles, et que ça concerne finalement que peu de cas de figure. Donc je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin dans cette disposition. Mais donc on a un article 33 de cette directive qui concerne quand même les femmes migrantes et l'article 30 qui prévoit, non, article 31 et 32 qui prévoient des éléments de prise en charge pour les enfants victimes de violences. Donc là aussi, on a quelque chose qui peut être appliqué pour les enfants migrants, je dirais, victimes de violences. On souligne leur vulnérabilité spécifique, que ce soit comme témoins de violences dans le cas des violences familiales ou comme victimes directes. Donc là aussi, on a un dispositif quand même au niveau de la directive, article 31, 32, et la nécessité aussi que les personnes, police, juges, etc., soient formées sur les violences domestiques impliquant des enfants. Donc ça, c'est ce qu'on a comme obligation dans la directive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, chaque État membre va devoir transposer ces dispositions dans une loi nationale. Et la limite pour cette transposition, c'est le 14 juin 2027. Donc ce sera dans 2 bonnes années qu'il faudra que le dispositif belge prévoie ces éléments-là et prévoit une obligation aussi positive de créer des centres supplémentaires parce que ça, c'est aussi quelque chose qui manque cruellement dans nos contextes. Maintenant, s'il y a une fin de séjour, et je termine là-dessus, Sylvie l'a déjà dit, s'il y a une fin de séjour prononcée par l'Office des étrangers, parce qu'elle a trouvé que les preuves étaient insuffisantes ou qu'elle trouve que la personne ne doit pas obtenir de séjour autonome, elle peut faire un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers, donc le juge en matière de regroupement familial. Il faut un avocat, il faut que ce soit introduit dans les 30 jours de la décision négative, et comme l'a dit Sylvie, le juge, lui, ne peut pas revenir sur les faits. Il ne peut pas revenir sur la manière dont l'Office a considéré le dossier. Il doit juste revenir sur la légalité de la décision, la motivation formelle surtout de cette décision, voir si c'est suffisamment motivé. Et il ne peut qu'annuler cette décision. Il peut annuler la décision, mais ne pas la réformer. Il ne peut pas prendre une nouvelle décision à la place de l'Office. C'est l'Office des étrangers qui doit reprendre une nouvelle décision, autrement motivée souvent. Et alors on espère qu'elle sera favorable à la personne, sinon on est dans ce carrousel administratif dont parlait Sylvie. Voilà, et là je vous ai mis quelques ressources, donc le PowerPoint sera mis à disposition, et j'espère vous avoir un petit peu informé, nous deux, de vous avoir informé sur le cadre légal. Après, les interventions qui suivent vont vraiment beaucoup plus parler de la pratique, mais il vous fallait ce cadre légal préalable.